Ça s'appelle le Formation Club France, avec un associé qui s'appelle Quentin Duquesne, qui était venu me voir à la base il y a à peu près 1 an et demi pour parler de foot, de partenariats possibles. Finalement, on s'est trouvé et on s'est dit qu'on allait créer un centre de formation, donc FCF, Formation Club France, d'abord dédié au métier du sport. Alors on avait analyse vidéo, parce que la vidéo dans le foot, ça prend de l'importance notamment. On avait recruteur, on a fait une formation d'agent, et moi je formais des journalistes de sport presse écrite. Donc j'ai écrit mon corpus, comme j'ai toujours été enseignant, notamment à l'ESJ de Paris. Cette fois j'ai écrit tout mon corpus. Et puis ensuite, comme ça a marché, on a élargi, et on a fait notamment influenceur. Et là, je viens de terminer une formation de chroniqueur avec 17 personnes, donc sur application. Et à la fin de la formation, on leur offre un bonus qui est une journée, le 17 avril, dans un studio avec Maxime Guény, mon collègue de Touche pas à mon poste, qui animera une émission. Et à la fin, il y aura plusieurs séquences, et à la fin, une chroniqueuse et un chroniqueur, moi j'aime bien quand il y a la parité, seront sélectionnés pour participer à Un éclair de Guény, l'émission de Maxime Guény sur VL la saison prochaine. Donc ils sont contents parce que ça permet de mettre en application la formation. Moi je suis leur coach, je suis pas juré, donc ils sont tranquilles avec moi, ils n'auront pas les mauvaises notes. Donc je suis leur coach, et puis je vais essayer de maximiser leur performance, de leur permettre d'utiliser au max la formation pour être bon ce jour-là. Donc ça c'est super parce que ça permet d'avoir un suivi avec les stagiaires que j'aime bien. Et pour influenceurs, pareil, nous ce qu'on veut, c'est des formations à visage humain et individualisé. Par exemple, là, un soir, je vais faire une interview avec l'une des influenceuses qui avait été formée par la formatrice qui s'appelle Crystal Casting. L'une des influenceuses m'a demandé pour son site de faire une interview, donc je vais faire une interview avec elle. Ça fait partie du suivi, de leur permettre de potentialiser tout ce qu'on leur a enseigné. Donc moi ça m'intéresse, j'ai toujours aimé transmettre. Ah là c'est ça reste un énorme souvenir. En fait, quand je suis sorti de mon école de journalisme, le CFJ à Paris, qui était rue du Louvre à l'époque, je voulais être journaliste de sport, c'était ma vocation, j'ai fait toutes mes études pour ça. Et puis ça n'a pas fonctionné tout de suite, et le Parisien, dans l'édition de l'Essonne, là où j'avais fait un stage pendant ma scolarité, enfin pendant mon école de journalisme, m'ont proposé des piges, puis un poste s'est libéré, ils m'ont proposé de travailler chez eux. Et avec un collègue, Jacques Hénen, on a réussi à, si je puis dire, mais c'est le mot littéral, déterrer des déchets radioactifs entreposés illégalement par le commissariat à l'énergie atomique, notamment à Saclay, il y a un grand CEA, commissariat à l'énergie atomique dans l'Essonne. On a été mesurer les doses et on a vu qu'il y avait des éléments potentiellement dangereux. On les a pris, on les a fait expertiser en Allemagne, à Brême, par un laboratoire indépendant, et on a découvert des doses massives de plutonium, césium. Et il y avait une fissure dans le grillage de ce terrain, donc des enfants allaient jouer. Ça a fait un scandale monumental, les journaux de 20 heures, le patron du CEA à l'époque a été écarté, ce qui est rarissime hein, parce que le nucléaire français c'est très cloisonné, il a été écarté et donc ça a fait beaucoup de bouillonnement médiatique. Et Christophe de Chavannes avait entendu ça et m'a invité parce qu'il donnait sa chance à des jeunes pour débattre et pour m'exprimer en plateau là-dessus, quoi. Avec Patrice Carmouze que je vois encore, voilà, ils étaient géniaux tous les deux, donc ça reste un grand souvenir. Le sport, c'est ma vocation. En fait, à l'âge de 8 ans, mon père m'emmenait voir des matchs de foot. C'était au stade Vélodrome à Marseille et j'ai vu un match du grand Marseille de l'époque. Alors, c'est le début des années 70. Et j'étais tout petit et j'ai voulu être journaliste de sport. Donc, j'ai fait toutes mes études pour ça. J'avais des facilités, donc j'ai fait des longues études d'histoire, de géographie en même temps que je faisais le centre de formation des journalistes, mais j'ai bâti tout pour ça. C'était ma vocation d'être journaliste dans le sport. À la fois de raconter l'exploit sportif, la performance, de suivre l'équipe de France de football, ce que j'ai pu faire avec les champions du monde de 1998. Et pourquoi le sport? Parce que petit, mais surtout après, j'ai été conscient de l'équité à travers le sport. C'est-à-dire dans le sport, ça permet d'abolir toutes les différences, qu'on soit blanc, jaune, vert, noir, rouge, métis, ce que vous voulez, on est tous pareils.
Et donc j'ai trouvé que c'était un formidable terrain pour lutter contre le racisme, qui est une de mes préoccupations majeures. Donc ça, je trouve un rôle sociétal. Modestement, hein, mais enfin ça fait partie de mon engagement. Lutter contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination. Donc à travers le sport, je pense qu'on peut véhiculer des messages d'égalité parfaite entre les gens. Un jour, je sortais ou j'entrais à RTL dans Paris pour participer à l'émission d'Eugène Sacomano. On refait le match. Eugène Sacomano, le plus grand journaliste de sport, hélas décédé assez récemment. Et je participais avec lui depuis longtemps à On refait le match, qui était une émission de débat polémique, animée, engagée, avec Eugène Sacomano, qui est un peu comme Cyril Hanouna. Il y a Cyril Hanouna en télé, Eugène Sacomano en radio. C'est-à-dire qu'ils arrivent à parler de médias ou de choses, mais aussi à en faire un spectacle, un talk show dans tous les sens du terme, avec des envolées lyriques l'un et l'autre. Et donc Cyril Hanouna on était avenue Montaigne, et dans la nuit, je pense qu'il était 20h ou 21h, et puis il m'a croisé, on s'est croisé dans la pénombre, et puis il est venu vers moi, il m'a dit bonjour Gilles au milieu de la rue. Bonjour Gilles, bonjour Cyril, et puis on a discuté comme ça, et il m'a dit pourquoi tu ferais pas chez moi ce que tu fais chez Eugène Sacomano. Il a pris mon numéro, il m'a rappelé quelques jours après, et ça s'est enclenché. Il m'a dit j'ai brainstormé, tu viens au photocall, tu fais un essai, etc. Puis l'essai s'est pas mal passé, puis après ça s'est enclenché comme ça. Voilà. C'est à travers le sport, parce que c'est un passionné de sport, Cyril Hanouna. Et cette émission-là, il l'aimait bien. Donc c'est à travers le sport que finalement j'ai pu intégrer Touche pas à mon poste. Comme chroniqueur spécifique, il y avait très peu de formation. Vous avez l'académie, la CAD de Richard Geoffroy, dont est issu par exemple le Divine Rhétorique. Voilà. Il n'y avait pas énormément d'écoles, donc c'est pour ça qu'on a créé cette formation, parce que c'est bien d'avoir plusieurs registres, plusieurs possibilités. Il n'y a pas une formation stricto sensu chroniqueur comme on est informaticien, plombier. Vous voyez, il n'y a pas une école stricte. Il n'y a pas un diplôme d'état de chroniqueur. Et donc du coup, nous, ça nous a intéressé de nous lancer là-dedans, parce qu'il y a des jeunes et des moins jeunes hein, dans ma promotion, ma première promotion, là j'ai tous les âges, qui souhaitent être chroniqueurs, qui ont des choses à dire, et je trouve qu'il faut les aider à maximiser leurs appétences, à travailler pour bien exprimer, si je puis dire, entrer dans le cadre d'une émission ou de leur émission, mais savoir comment exprimer ce qu'on a à dire. Parce que parfois on a des choses à dire, c'est plus compliqué de trouver la manière de les exprimer. Donc du coup, de travailler avec eux là-dessus, ça m'a intéressé. Parce que c'est vrai que chroniqueur, c'est un métier qui fait rêver, qui se développe. Mais c'est plutôt des journalistes qui vont à la chronique ou des gens comme ça qui ont quelque chose. Donc je trouvais bien de leur donner un corpus sur lequel s'appuyer tout en restant eux-mêmes. Il faut rester soi-même et quand on a une base de travail, c'est pas mal. Le métier de chroniqueur, ça nécessite de l'élocution. Ça se travaille, mais c'est bien. De la répartie. De la curiosité à tout ce qui se passe, d'être capable de rebondir sur n'importe quel sujet, de ne pas être à sec. Le sens du collectif aussi, c'est-à-dire de ne pas laisser l'animateur en jachère quand il se tourne vers vous pour vous parler. Si vous dites non comme ça, l'animateur il ne sait plus quoi faire, il faut qu'il puisse s'appuyer sur vous en permanence. Beaucoup de travail, parce que même si le naturel c'est bien, il faut quand même savoir de quoi on parle, avoir des informations fiables, apprendre à trouver ses propres sources pour être pertinent. Et puis un enseignement pour formaliser la parole. C'est-à-dire que si vous commencez à parler et vous parlez pendant 10 minutes, plus personne ne vous écoute. Donc il faut arriver dans un laps de temps assez court, assez punchy, à exprimer ce que vous avez à dire. Être réactif aussi, donc il y a pas mal de qualités, hein. C'est pas... Le naturel est bien, il faut avoir sa propre personnalité. Surtout rester soi-même. Mais à l'intérieur de ce rester soi-même, encore faut-il avoir une originalité et surtout ne pas parler pour soi, mais parler pour les autres. Voilà, c'est transmettre. C'est avoir envie de dire quelque chose aux autres. Parce que sinon, si c'est pour soi, on se met devant le miroir.
Tout me va, mais j'aime bien le direct, moi. Le direct, c'est sans filet, on se jette et c'est parti, quoi. Donc c'est comme pour moi entrer sur un ring de boxe. C'est-à-dire que il y a un laps de temps, comme les 15 rounds en boxe par exemple, ou les 12 rounds, il y a un laps de temps défini. À l'intérieur de ce laps de temps, il faut être le plus performant possible. Alors quand je dis ring de boxe, c'est pas forcément mettre KO l'adversaire, mais c'est être au top. Je dis ça modestement, hein, c'est pas, mais par rapport à sa forme à soi, être au top de cette forme à soi, chaque fois qu'on fait appel à vous. Si c'est tous les jours être au top. C'est-à-dire pas arriver fatigué, j'ai rien à dire, oh là là, jamais. Chaque fois qu'on m'appelle, je suis toujours content qu'on m'appelle. Je suis jamais blasé d'aller participer à un direct. Ma vocation à moi, c'est vraiment au départ la presse écrite. Moi, je suis quelqu'un de l'écrit, j'adore écrire. Là, ça me manque parce que j'écris pas de livres, donc j'ai écrit mon corpus journalistique, ça m'a pris du temps. C'est l'équivalent de 2 livres, donc ça m'a pris du temps. Écrire, j'adore. Et je voulais faire des études d'histoire. Je voulais être journaliste de sport, mais ma passion, c'est l'histoire. Et en fait, ce que j'adore, c'est le même travail que journaliste, c'est aller chercher des sources, aller fureter dans des vieux documents, avoir une malle où on extrait des choses, on documente, on travaille, on va avoir des témoins si c'est de l'histoire récente. Donc c'est une manière, je trouve, l'histoire de mieux comprendre notre présent. Donc ça me passionne. Voilà, c'était journaliste de sport, ça j'en rêvais, et de poursuivre les études d'histoire. J'ai fait un DEA d'histoire. Je me suis inscrit 3 ans en doctorat avec une historienne prestigieuse, une femme qui s'appelle Michèle Perrault, qui est une fantastique historienne. Et je me suis inscrit 3 ans. Je travaillais sur l'histoire du rire, des sujets d'histoire sociale. Et hélas, j'ai pas été au bout, c'est un de mes regrets. Vraiment mon regret. Et par rapport à elle, parce qu'elle m'avait choisi pour faire ça, donc voilà, c'est vraiment... Alors je l'ai coécrit avec Jacques Hénène, qui est un collègue et un ami. Jacques Hénène, c'est celui avec lequel j'ai travaillé sur les déchets radioactifs de l'Essonne, et il était là comme prof dans ma formation de chroniqueur. Vous voyez, tout se rejoint, comme responsable du pôle enquête-investigation, parce qu'il forme très bien à cette discipline. Il est formateur aussi. On a été co-rédacteur en chef du Parisien ensemble, enfin on s'est suivis. Et à l'époque, il travaillait dans l'Essonne. Emmanuelle Valls a fait son corpus idéologique, enfin elle a élaboré à Argenteuil, puis à Évry dans l'Essonne, donc il a été maire, etc. Et donc, à l'époque, Manuel Valls montait comme ministre de l'Intérieur, et on s'est dit que ce serait pas mal de travailler sur la manière dont Manuel Valls avait bâti ses idées à travers l'exemple d'Évry dans l'Essonne, que mon co-auteur Jacques Hénène connaissait bien, et moi j'ai travaillé au Parisien de l'Essonne des années, je connais très bien l'Essonne, j'ai vécu dans l'Essonne très longtemps. Et donc on a été voir un éditeur qui nous a dit, mais Manuel Valls très bien, mais pourquoi se limiter à Évry? Faites sa bio, il n'y en a pas. Et donc on a commencé à faire la biographie de Manuel Valls. Et ce qu'on voulait faire, parce que son père était un prestigieux peintre catalan connu, ce qu'on voulait faire, c'était retracer sa vie, voir pourquoi ses idées s'étaient développées comme ça, raconter aussi l'histoire de cette famille incroyable. Donc on s'est mis à ce projet. On est allé en Suisse, dont une partie de sa famille est originaire, on s'est déplacé, on a rencontré sa sœur, on a rencontré sa mère, on l'a rencontré lui pour essayer de faire un ouvrage assez complet. Ensuite, il est devenu Premier ministre, donc on a réactualisé quand il est devenu Premier ministre. Pour valider, en fait, ils sont venus tourner sur le plateau de Touche pas à mon poste. C'est-à-dire que nous, on était dans l'émission, et puis on nous a prévenu qu'il y avait une séquence, comme ça reste totalement naturel, parce que honnêtement, je ne pense pas être un très bon acteur. Donc au moins là, on était dans notre rôle, mais on était, je dirais, participants avec plaisir, mais on n'était pas des protagonistes essentiels. Et ils sont venus tourner la séquence, et ce qui est extraordinaire, c'est que quand ils tournent la séquence, vous avez l'impression que c'est l'émission. En fait, eux, c'est leur boulot, donc ils sont tellement bons que ça paraît intégré à l'émission. Donc nous, on avait l'impression d'être dans une séquence de l'émission. Et c'est ça qui est fou, quoi. C'est le perfectionnisme. Je pense que c'est aussi pour ça que cette série a eu tant de succès. C'est parce que vous me direz, c'est leur boulot. Mais ça paraît tellement naturel, intégré au décor, ça se fond dans le décor que vous y êtes, quoi. Donc voilà, c'était un moment passionnant
plus à regarder parce qu'on n'était quand même pas les protagonistes essentiels de la séquence. Quand j'ai intégré Touche pas à mon poste, ça démarrait par un essai. Il y a ce qu'on appelle un pilote pour la saison à venir, avec plusieurs séries, des chroniqueurs installés historiques et des jeunes chroniqueurs entre guillemets autour, qui doivent s'intégrer à l'émission, et après Cyril Hanouna voit si ça match, et ses équipes, si ça fonctionne, si on a de la répartie, si on peut éventuellement s'intégrer à l'équipe, etc. Et après moi j'ai fait une émission, puis 2, puis 3, etc. Sinon des castings en tant que tel, non, j'ai passé ça comme pilote, j'ai pas souvenir d'avoir passé d'autres castings. Des entretiens d'embauche plus ou moins réussis, oui. En presse écrite ou comme tout le monde. Et des castings en tant que tel, j'ai pas souvenir. Alors à l'intérieur des pilotes, les animateurs et les producteurs répètent certaines séquences dont ils pensent, avec des chroniqueurs extérieurs et assis à la table, qu'elles sont susceptibles de s'intégrer à l'émission à venir. Donc ils testent des gens en in and out, qui entrent et qui arrivent, ils voient comment ça fonctionne, ils voient si ça déclenche des rires, ils voient si ça marche, ils voient si lui peut avoir une cohérence dans la séquence avec cette personne. En fait, on teste comme ça. Et à la table, vous avez peut-être 20 minutes ou 30 minutes, parce qu'après ça tourne, pour être bon et avoir ou la punchline, ou la répartie, ou la prise de position qui va faire que l'animateur ou le producteur se dit ce serait pas mal de l'essayer après. C'est une sorte d'émission en réel, sauf qu'elle n'est pas diffusée. Mais c'est dans les conditions du réel, avec le générique, avec presque la même durée, enfin avec, vous voyez, des séquences testées, des gens. C'est quelques jours avant la reprise de la saison, un moyen aussi de recréer l'ambiance, de faire fonctionner, de créer l'osmose. Et on voit si les gens sont susceptibles de s'intégrer. Moi, ce qui m'avait frappé, en regardant l'émission, ce qui m'a frappé au moment du pilote et ce qui m'a frappé après, c'est la force des chroniqueurs. C'est-à-dire que j'avais trouvé qu'ils étaient vraiment très très bons. Chacun dans leur genre, avec une spécificité, une pertinence, une personnalité qui faisait que je m'étais dit, heureusement qu'ils ne mesurent pas leur force, parce que sinon ce serait presque impossible de s'intégrer à cette équipe, quoi, tellement ils sont bons dans le genre, parce que c'est pas facile, il faut avoir de la répartie, il faut avoir un avis sur plein de choses différentes, de tous les mondes, des médias, de la société, des émissions de télé, parfois même de politique, donc il faut être très ouvert et savoir synthétiser dans le cadre d'une émission comme celle-là, tout en ayant, c'est peut-être une des qualités que j'avais oublié d'émettre tout à l'heure, ce qui est très important, c'est le second degré. Ne pas avoir un ego surdimensionné, c'est-à-dire, moi j'ai toujours ma baseline, ça a toujours été, on travaille sérieusement. Moi, je travaille énormément sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'il faut accepter, moi j'ai sans problème de se déguiser, de recevoir du chocolat, etc. Si on a un trop gros ego, ou d'avoir travaillé beaucoup et boum, vous prenez une punchline, et du coup ça vous... Voilà, il faut accepter ça, le recul et ça, c'est très important de l'avoir quand on passe un casting aussi, de pas arriver, surtout pas comme ça, moi c'est pas mon genre, mais de pas arriver en se prenant trop au sérieux et en disant je vais vous montrer, non, c'est je vais observer et je vais voir éventuellement ce que je pourrais apporter au collectif. C'est pas faire une performance individuelle, tout ça, on risque d'être rejeté. Donc voilà, quand on passe un casting, je pense que c'est essentiel de s'imprégner totalement de l'émission ou du projet et de voir ce que l'on pourrait apporter au projet, pas à soi, sinon ça marchera pas. Mon rêve aujourd'hui, c'est d'écrire un livre de fiction. Autour de la télé peut-être, ou un livre à suspense, voilà, je cherche encore l'étincelle pour écrire. Mais là où je suis content, et j'aime bien votre question, c'est que j'ai encore plein de projets. Je suis surtout pas blasé ou jamais. Il faut se renouveler toujours, il faut, voilà.
Moi, j'étais au départ un journaliste classique, salarié au Parisien pendant très longtemps. Puis après, j'ai fait autre chose. Il faut avoir une capacité de rebond. Ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est que j'ai quand même un tout petit peu de mal avec la technologie, des réseaux sociaux, voilà. Donc, je continue à me perfectionner là-dessus. Mais bon, c'est intéressant, hein. Mais voilà, aujourd'hui, on peut plus s'en passer. Être soi-même, développer son originalité et trouver sa singularité. Aujourd'hui, plein de gens rêvent de parler aux autres, de jouer pour les autres, jouer au sens artistique, de chanter. Il y a plein d'émissions de casting, de faire de la pâtisserie, de la cuisine. À l'intérieur de tout ça, il faut maîtriser les règles de base, mais trouver sa singularité. Vous prenez par exemple l'émission Top Chef, ceux qui émergent au plus haut niveau, ils sont tous bons, ceux qui émergent au plus haut niveau, c'est ceux qui ont une griffe, une patte, c'est le cas de le dire, quelque chose qui les singularise. Donc c'est trouver sa singularité. En quoi suis-je différent? Et ne pas avoir peur de montrer aux autres que dans le respect des règles, on est différent. Il ne faut pas taire sa différence. Aujourd'hui, toutes les différences sont les bienvenues. Toutes les différences forgent ce qu'on est et c'est génial. Donc il faut afficher sa singularité, son originalité. Il faut dire lui, elle ou lui, elle a quelque chose ou il a quelque chose de vraiment original. Donc quand on a défini ce qu'on veut faire, qui peut être intellectuel, qui peut être technique, ça peut être un moyen d'expression sur les réseaux sociaux ou sur les nouvelles chaînes, etc. Moi j'ai des jeunes qui me disent je vais créer ma chaîne, etc. C'est parfait, mais c'est quoi l'angle, le fameux angle journalistique de ta chaîne? C'est quoi l'angle? Quelle est ta valeur ajoutée? C'est quoi? Quand on a défini sa valeur ajoutée, il faut foncer. Merci à casting.fr, vraiment c'était un plaisir de vous voir. Et effectivement, les castings, il y en a plein, ça se développe. Et c'est bien parce que dans tous les domaines, vous avec votre professionnalisme, vous permettez aux gens d'exprimer leur potentiel. Les castings, c'est l'endroit où on va pouvoir se tester. Puis on en passe un, vous savez, on en passe un, puis ça rate. On en passe deux, on en passe trois. Et à un moment, on est soi-même dans un casting, et ça match et on réussit. Bravo.